Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vus. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Alors, bonjour à tous les amateurs et amatrices de grimpettes en solitaire et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Aujourd'hui, ça va cailler. Salutations Claire et Ista. Pourquoi t'es déjà morte de rire? Salut. Il va faire froid. Salut. Sortez les plaids. Sortez les doudounes. Ça a l'air d'aller, hein? Oui. Nero a mis sa belle doudoune d'ailleurs. Voilà. Je témoigne. Dénonce. Ouais, ma petite Je suis un doudoune. témoin oculaire. Tu as mis une doudoune. Et ouais, faut bien, ça caille dans la montagne. Oui. Non mais... ouais, c'est un fait. Factuel. Pas toujours, hein, mais ça peut arriver. Il fait jamais trop chaud la montagne, je pense. Ouh, voilà, Ah si? c'est- Ah ouais? Je connais ça pas peut, bien, hein, moi. ça peut. Ah ouais? Mais bon, on parlera météo dans quelques minutes. Et juste avant de commencer, petit message indicatif. Vous pouvez soutenir ce podcast, nous soutenir l'équipe financièrement si vous le souhaitez. On avait vers Utip, hein, mais pour diverses raisons, on décide finalement de migrer vers Patreon. Un petit épisode très court pour vous expliquer le pourquoi du comment sera normalement sorti d'ici là. Vous pouvez nous suivre sur patreon.com/stopmotionpod. On tient à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus sur YouTube jusque-là, mais on pense le fermer par souci d'équité, car les contreparties mises en place sur Patreon ne sont pas toutes compatibles avec YouTube, donc on préfère que les gens aient les mêmes choses, et ça sera plus simple à gérer aussi pour nous. Le site nous convient mieux. Et voilà, en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont pu nous soutenir. Et si vous le pouvez, nous soutenir financièrement, et si vous le souhaitez aussi, n'hésitez pas. Pour les autres, c'est pas grave, hein, faites comme vous pouvez, faites au mieux, il n'y a aucun souci. Hein, vous nous écoutez, c'est déjà beaucoup. Mais si vous le souhaitez ou si vous le pouvez, toute aide est bienvenue. Et merci de votre soutien, puisque la moula de temps en temps, c'est pas trop mal, surtout en indépendant. Donc merci beaucoup pour votre geste, et on vous souhaite un bon épisode. Oui, merci. Donc au programme aujourd'hui, on parle du sommet des dieux, c'est ça? C'est ça. Mais Je voulais confirmation, j'étais pas ce sûr. n'est Hein. pas un film. Ce n'est pas un film avec Astérix. Il l'a fait. Allez, c'est parfait. Donc troisième et dernier film de la thématique, ça sent le sapin. Là, ça va. Ouais. Oui. Vous n'êtes pas prêts. Donc pour rappel, il était en lice contre le film Klaus, hein, pour lequel vous aviez le choix de voter. Et résultat serré, et c'est le sommet des dieux qui l'a emporté de justesse. Chaque troisième film de chaque thématique, on vous rappelle que vous pouvez voter à chaque fois. On vous proposera 2 films. En passant via Internet, Twitter, notre Discord et compagnie, vous aurez accès à un vote. Et vous pouvez choisir le troisième film de cette thématique. Est-ce que Claire, tu peux nous présenter le film rapidement Bah oui, donc on se retrouve pour Le Sommet des Dieux, donc un film qui nous parle de randonnée tranquillou dans la neige, mais avec potentiel danger de mort quand potentiel. même. Le tout sur fond d'enquête journalistique. Donc il s'agit d'un film franco-luxembourgeois réalisé par Patrick Imbert et sorti en septembre 2021. Une avant-première au Festival de Cannes a cependant eu lieu le 10 juillet 2021. Le Sommet des Dieux, on pourrait dire que c'est un film dramatique mêlant intrigue, enquête et la biographie d'un personnage de notoriété mais fictif, donc sur un certain fond historique bien réel. Donc ça pourrait éventuellement nous rapprocher du docu-fiction ou du biopic fictif. Il y a quelque chose de ce biais-là en tout cas. Le film est produit par les studios Folivari, Julian Films et Mélusine Productions. Ouais, il y a 2 studios français et un studio luxembourgeois, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, je ne sais plus lequel des 3. C'est ça. C'est le dernier. C'est le dernier, Mélusine Productions. Oui. Ils sont pas trop loin de chez moi. Ah oui. Tu Je suis pas loin du luxe. Ouais, j'allais les voir. Coucou, c'est nous. On a fait un podcast. Sur votre film, là. Sur votre film, là. Vous savez, avec la montagne, les piolets, la neige. Le mec qui gueule comme ça devant le siège. Alors, de quoi ça parle? Dans les années 90, un journaliste passionné de montagne un peu barré et un alpiniste disparu passionné de montagne complètement barré vont se retrouver à escalader la face sud de l'Everest en plein hiver, réputé infranchissable. Pourquoi me direz-vous? D'après George Mallory himself, because it's there.
Quel C'est accent. apparemment une des phrases les C'est beau. plus connues dans l'univers Ah de ouais l'alpinisme parce que c'est vraiment ce qu'il aurait dit à un journaliste à l'époque. Ah, Pour la petite info. d'accord, ok. Un journaliste lui a demandé pourquoi vous escaladez ceci, pourquoi vous escaladez cela, pourquoi prendre tant de risques. Parce que c'est là, voilà. Bah écoute, c'est beau. Ouais, c'est ouf. C'est clair, c'est concis, ça va au but. Comment est-ce que vous avez découvert ce film? Qui commence? Allez, Ista. Bah, là, c'est la première fois que je le vois, en fait. Sur le coup, je l'avais pas vu. Mais j'en ai entendu parler, c'était l'année dernière? Non, c'était il y a 2... Non, quoi, là? Bientôt Il y a 2 ans, ouais. En 2021. Et ouais, j'en avais entendu parler. Et puis en plus, ouais, il avait été, il y avait eu la petite polémique au Festival de Cannes. Non, c'était pas Cannes. Au c'était César, ouais. Ouais, Gênant. il y a eu ça, et très gênant. Et C'est vrai. voilà. Non, mais sinon, j'en avais entendu beaucoup de bien et tout. Et il y avait un peu de propagande Twitter à l'époque quand c'est sorti. Et voilà. Mais ouais, non, mais c'est tout. C'est comme il est sorti et j'en ai entendu parler, quoi. Et là, c'est la première fois que je le vois. Clairette. Et ben un peu pareil, ça fait un petit moment que j'en entends parler, enfin depuis qu'il est sorti en gros. Donc ouais, pareil, je dirais 2 ans. Donc il a rencontré un beau succès, faut dire le film, on en a pas mal entendu parler. Et je pense que j'avais également entendu parler du manga par des amis, duquel le film est adapté. Mais j'ai jamais eu l'occasion ni de lire le manga, ni de le regarder, le film, jusqu'à présent. Donc je suis vraiment contente d'avoir enfin pu avoir l'occasion de le voir et de le découvrir dans le contexte du podcast. Ça fait toujours plaisir, je trouve, en plus de découvrir des belles réalisations et des productions françaises, enfin franco-luxembourgeoises dans ce cas-là. On peut dire que le talent est vraiment présent et voilà, vraiment une belle découverte. Je suis contente de l'avoir enfin vu. Allez, c'est vrai que ça fait plaisir ce genre de film. Moi, j'avais loupé au ciné finalement et je m'étais dit, je vais me le garder, on va se le garder pour le podcast parce que j'avais vraiment eu que des bons échos, donc pas mécontent de l'avoir gardé pour le podcast, mine de rien, une fois qu'il était plus au ciné, quoi. Moi, je vais commencer par une petite anecdote puisque en fait, j'avais entendu il y a quelques années beaucoup de bien du manga d'origine. Notamment en pensant que le film live Everest, sorti en 2015 et réalisé par Balthazar Cormacourt, était aussi une adaptation du manga. En fait, pas du tout. Donc en fait, il est donc sur ma liste depuis, mais en fait, pas du tout, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, Oui, parce que j'ai vu aussi ce film, mais ouais. Donc Everest 2015, c'est pas du tout une adaptation et ça ne parle même pas des mêmes événements. C'est juste que ça se passe aussi dans l'Everest, mais ça se passe fin 90, là où le manga se passe début 90, 93 je crois. Et en fait, le malentendu vient donc du fait qu'il y a bien un film adapté du manga sorti en 2016, un film japonais qui s'appelle donc Everest Kamigami no Itadaki. Donc ça revient à Everest, le sommet des dieux, je crois, si on traduit. Ok. Ouais, c'est le titre original du bouquin, ouais. Enfin, je reviendrai dessus après, mais ouais. Mais voilà, ce film, c'est pas une adaptation du manga, par contre, je dis une bêtise, c'est une adaptation du roman. Du roman, ouais. Ouais. Ok, ouais. Du roman d'origine, qui Oui. est aussi d'un auteur japonais, qui n'est, par contre, je crois qu'il n'est jamais paru en France. Non, jamais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai entendu parler de cet univers pour la première fois. Et quand le film a été annoncé, quand on a commencé à en entendre parler peu avant sa sortie, moi ça m'intéressait, ça avait l'air fou, mais je l'ai finalement quand même manqué au cinéma. Et on a rattrapé ça pour le podcast. Et pour teaser, ce fut un plaisir. Et j'ai aussi entendu parler du scandale des Césars que j'avais regardé, que j'ai revu pour le podcast. Et si vous n'avez pas vu cette séquence, c'est très gênant. Ah, c'est malaise Ah ouais, TV, hein. c'est- Si vous aimez pas ce genre de truc, vraiment, ne faites pas. Enfin, moi, je sais que ça m'a... Tu sais, ça met les petits frissons de gêne, là, le truc cringe, alerte. Ah, c'est dur à regarder, quoi. Si vous voulez voir encore une institution qui chie sur l'animation et ce genre de choses comme les effets spéciaux et compagnie, n'hésitez pas à aller voir, c'est gênant et un peu cringe. Mais très content que l'équipe ait gagné un prix, il le méritait amplement. Et, Amplement, ouais. Dommage juste que ça se soit fait dans ces conditions-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a mis ce film dans cette thématique Ça sent le sapin. Est-ce qu'on commence par Ista? Voilà. C'est moi qui dois dire. Ista. La foule demande Ista. Ah, c'est des montagnes. Dans les montagnes, il y a des sapins. Ça sent forcément le sapin. Et en plus, ça se passe pas bien, quoi. Donc, C'est factuel, c'est vraiment... À l'essentiel. Autoroute. non. Exactement. Je suis Bon, d'accord. Voilà, Et, ouais, en effet, pas mal de choses vont plutôt mal se passer durant le film. Des trucs qui se Ouais. déchirent, des trucs qui se nécrosent, des trucs qui se coupent, qui se cassent. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes amateur de corps qui prennent un peu cher.
Oula. La passion et le melon peuvent nous mener très loin, en effet, jusqu'à relever des paris fous au péril de nos vies. Je suis plutôt content qu'il ait été choisi par le vote. J'aurais bien entendu lui-même. De toute façon, sans stop motion, je l'aurais vu sans, mais je suis content qu'il ait été choisi, moi perso, et content d'en parler dans Stop Mo. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est dans la thématique. Yes. Oui, bah écoute, je pense que tu dois être content parce qu'on s'éloigne drastiquement de Noël Ouais, pour, je suis content. pour cette œuvre-ci, quand même. Entendez le soulagement de Nero, messieurs, dames. Attends, c'est bon, les fêtes y sont passées. Donc, Voilà, c'est ça. c'est pile poil bien. Mais il reste de la neige, donc c'est cool. Exactement, voilà, on peut voir les choses comme ça. Mais oui, en effet, on vient aborder un film beaucoup plus sombre qui nous conte l'histoire d'hommes passionnés au destin brisé et au parcours semé d'embûches. Embûches, bûches de sapin, en vrai, ça se tient, je trouve. Mais oui, l'atmosphère hivernale et neigeuse des montagnes peut nous rapprocher également de la thématique. Voilà, et ce truc aussi beaucoup plus sombre, voilà, on va revenir un peu dessus, mais je trouve que ça rentre parfaitement dans notre thématique. Ce côté tranche de vie edgy. Oui, ça, ouais. Edgy. Ouais. Mais j'ai appris que le terme initial edgy, si, en vrai, ça peut correspondre. Ouais. Ça veut dire quoi le terme En vrai, initial? c'est edgy, c'est adulte un peu jeune en fait. C'est en fait à la base, ça veut pas dire j'aime les trucs dark et tout, pas forcément en fait. Ah, ok. Ça peut être plus soft, quelque chose d'un peu plus piquant, Ouais, un peu rebelle ok. quoi. Ouais. Est-ce que Claire Wista voulait un petit peu nous parler du contexte du film? Donc c'est une adaptation du manga de Jiro Taniguchi, qui est lui-même adapté du roman de Baku Yume Makura. J'ai envie de dire c'est une adaptation, mais... Il y a un peu ça, ouais. Parce que c'est l'adaptation d'une adaptation. Dans une adaptation. Ouh, là, sujet glissant. J'ai dire un peu comme la Passion du Christ, finalement. Oh putain. Ok. On va s'arrêter là. C'est bon, j'irai pas plus loin. Donc, J'ai compris, pardon. Donc, Jiro Taniguchi est un auteur et mangaka japonais spécialisé dans l'écriture de seinen et de geki. Comment ça se dit ça? Gekiga, ouais. Gekiga, je sais même pas ce que c'est. Donc ah bah je sais ce que c'est. Donc plutôt des récits ciblant un public de jeunes adultes et des adultes. Et l'auteur, il est mort en 2017. Ouais, 2 ans après le commencement de la prod du film, si je dis pas de bêtises. Ouais, malheureusement, il n'aura jamais vu le résultat final. Ah, c'est dommage. Il était l'élève assistant de Kyota Ishikawa, qui a fait Super Heroes et Bear Unshiro, puis de Kazuo Kamimura, à qui on doit Lady Snowblood, Le Club des Divorcés, L'Apprenti Geisha et Fleur de l'Ombre. Il est influencé par la bande dessinée européenne. Il va s'en inspirer pour son propre travail, par exemple le style de la ligne claire à la Tintin. Délimitation des éléments par un trait noir régulier, couleur en aplat, régularité, réalisme. C'est vrai que c'est très réaliste Comme approche, ouais. Ouais, en effet. Je suis allé voir un petit peu le manga, c'est très joli. Mhm. Et le film lui rend bien hommage. Bah, ils ont trouvé un bon réal qui va dans le sens là aussi, parce que quand tu l'écoutes, Patrick Imbert, il est très aussi dans le réalisme et tout. Ouais. Ce que j'ai vu. Et visuellement, le manga est vraiment joli. Mhm. Et je pense qu'un de ces 4, moi, je me laisse tenter. C'est que 1500 pages, en plus, ça se lit vite. Donc, Il y a 5 tomes, je crois, j'ai lu. ouais. En 2 heures, c'est plié. En 2 heures, c'est plié. Non, mais ça a l'air vraiment très sympa, ouais. Thème souvent abordé, relations humaines, familiales, tranches de vie, retour sur le passé et l'enfance, rapport à la nature et aux animaux. Le sommet des dieux étant un manga seinen paru entre 2000 et 2003. Tout d'abord par le magazine Business Jump, puis ça a été distribué en 5 tomes par la Shueisha au Japon. Et en France, c'est Kana qui l'a édité entre 2004 et 2005. Et plusieurs rééditions ont vu le jour par la suite. Il a fait d'autres œuvres comme Autant de Bochan, L'homme qui marche, Un ciel radieux, Le journal de mon père, Quartier lointain et Le gourmet solitaire. Et Quartier lointain, je connais. Quartier lointain, il y a un connu. film. Il y a un film C'est connu, français, je crois. Ouais, apparemment, Ah. c'est naze du cul. Ah, il est pas bien ? D'accord. Bah, apparemment, ils ont fait nimp avec l'adaptation. Ça respecte même pas le fait que normalement ça se passe avec des Japonais, je crois. Je sais plus trop quoi. J'ai écouté le Capture Mag sur le sommet des dieux. Ils en ont parlé 2 secondes de cette adaptation de Quartier lointain et ils ont dit que c'était. Je sais pas à quoi ça ressemble. Moi, je suis pas allé voir, donc c'est leur avis que je transmets un peu. Mais apparemment, c'est vraiment pas la folie. Ah ouais ? Parce que apparemment, Quartier lointain, c'est très bien et le film lui rend pas du tout hommage. Ah merde, dommage. Oui. D'accord.
Ensuite, donc, il y en a Baku Yumemakura, qui est auteur scénariste japonais spécialisé en science-fiction et en récits d'aventure. Ses œuvres sont fortement sollicitées pour être adaptées en manga. Un autre de ses romans, La légende de la lutte contre les loups, est adapté par Jiro Taniguchi en 89-90, puis par Keisuke Itagaki. Il écrit Le sommet des dieux, Kamigami no Itadaki, de son titre original dans les années 90. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Bah, j'appelle Marty. Tu Si lui as tu veux, appris le langage Claire, des âmes. Oh. tu peux nous présenter le réalisateur, Patrick Imbert. Oui, d'accord. Donc on passe au réalisateur Patrick Imbert, donc qui est entre autres réalisateur, animateur, directeur photographe et ingénieur son français. Il a été formé à l'école des Gobelins à Paris. Il a réalisé un autre film avec Benjamin Renner qui s'appelle Le Grand Méchant Renard et autres contes, qui regroupe 3 courts-métrages et qui est sorti en 2017. Il a notamment été animateur sur Corto Maltese, La cour secrète des arcanes en 2002, entre autres, et directeur de l'animation sur Ernest et Célestine, sorti en 2012, ou encore Avril et Le Monde truqué, sorti en 2015, ce qui pour moi explique beaucoup de choses. Ah, yes. On reconnaît la patte. Il y a un truc, ouais, il y a un truc. Il y a un truc. Ernest et Célestine, il faut que je le voie, apparemment c'est très bien. Faut toujours que je le J'ai vois toujours aussi. pas vu le Corto Maltese non plus. Hein. Il y a un nouveau qui est sorti cette année, là, il n'y a pas longtemps. Ah oui, il me semble Ouais. bien, ouais. Je vais parler un petit peu du scénar, moi. Vas-y. Scénariste, donc on a Patrick Imbert, on a Jean-Charles Ostorero et Magali Puzzol. Donc Jean-Charles Ostorero, il est producteur, scénariste, directeur de communication français. C'est le fondateur du studio Julian Film, qui font beaucoup de documentaires, de courts-métrages. Donc Yaourt Mystique, réalisé par Sylvie Guérard en 2000, ou alors la série d'animation Les bons conseils de Célestin. Oh, ça je connais. En partie distribué sur Arte, Canal+, et France Télévisions. Ouais, j'ai des PTSD de ça. Merde. Ouais, c'est pour les enfants. Oui, tout. c'est pour les enfants. Magali Puzzol, elle est scénariste française. Et, elle a notamment travaillé sur Le Gardien du Feu, qui sortira prochainement cette année, donc 2023. Funan, Le Peuple Nouveau, sorti en 2018. Et l'excellent Choupi à l'école, saison 2. Ah bah oui, il fallait le citer. J'ai pas vu, mais ça a l'air... C'est Choupi. Bah, on Caviar. est complètement la cible en plus. Qui veut nous parler un petit peu de la production ? Vas-y, j'y retourne. Alors, en studio de production, on a le studio Folivari, donc qui est une société de production française fondée en 2014 par Didier Brunner, Damien Brunner et Thibaut Brunner, non pas Ruby. Donc ils ont notamment produit Le Grand Méchant Renard et autres contes de Damien Brunner et Patrick Imbert, Ernest et Célestine en hiver de Julien Cheng et Jean-Christophe Roger, sorti en 2017, Pachamama de Juan, je pense que ça se dit, Antin, sorti en 2018, Ma famille le loup de Adrienne Garcia, sorti en 2019, Ernest et Célestine, Le voyage en charabie de Julien Cheng et Jean-Christophe Roger, qui est sorti fin 2022. Ah oui, c'est le dernier. Il avait l'air trop cool celui-là. Ouais. On a aussi Mélusine Production, donc on en parlait vite fait tout à l'heure, c'est donc une société de production luxembourgeoise qui a été créée en 97 par Stéphane Roland, partenaire des studios 352. Ils ont notamment fait Le Chant de la mer de Tom Moore, sorti en 2014. Yes. Qu'on a fait dans un podcast il y a très longtemps. Sur le coup. Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Elia Gobé-Mevelek, sorti en 2019. Le voyage du prince de Jean-François Laguioni et Xavier Picard, sorti en 2019. Zero Impunity de Stéphane Hubert Bliss et Nicolas Bies, sorti en 2019. Et Le Peuple Loup de Tom Moore et Ross Stewart, sorti en 2020. Allez, caviar ça aussi. Ça, c'est du caviar. Le Peuple Loup, allez, regardez Ouais. Le Peuple Loup. Et on a aussi Julian Flims, voilà, dont on a déjà parlé, je crois. Oui, c'est ça. Oui, tout au-dessus. Ouais. Avec monsieur Jean-Charles Ostorero. Et pour la petite info, j'ai pas pensé à le préciser plus tôt, mais concernant le réal, Patrick Imbert, il n'est pas arrivé en tant que réalisateur à la base sur le film, il est arrivé en tant que character designer. Ah d'accord. Il- Ah bah oui, c'est marrant du coup. Ouais. Il était entre, je crois, 2 projets, il avait des dispos, tout ça, donc il a commencé à travailler sur le film en tant que character designer, c'est ce que les producteurs lui ont proposé.
Et en fait, petit à petit, ça l'a fait, son travail a plu, il a pris quelques libertés, tout ça, ça a plu, et il est resté sur la production, et il est devenu réalisateur du film. Ouais. Oui, parce que C'est vrai que- Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y, Star. Non, je voulais juste dire que oui, qu'à la base, en fait, c'est le studio qui est venu le chercher. C'est pas lui qui est. C'est pas de l'initiative, le sommet des dieux de lui, quoi. Ça suffit. Non, il est à l'initiative d'un des producteurs qui avait découvert le roman en 2012, qui est tombé amoureux du roman, en fait, hein, le fameux producteur qui est aussi alpiniste, fan de montagne, tout ça, et qui a initié en fait le projet. Et après, ils ont réussi à vendre le truc. Ils ont travaillé sur le scénar pendant 5 ans. Et, Ouais. ils ont lancé tout ça. Et après, le film a pu se faire, mais ça a été long parce qu'ils ont découvert le manga en 2012 et le film est sorti en 2021. Donc, Oui, presque 10 ans plus tard. je vais continuer avec le casting des comédiens et comédiennes du coup de l'AVO, donc qui est l'AVF pour ce film. Oui, sur le coup. Donc on a Lazare Erson Makarel qui joue Abou, donc Abou Shoji, en jeune, donc qui est l'alpiniste principal, on va dire, du film, le héros. On a Eric Erson Makarel qui joue Abou Joji adulte. On a Damien Boisseau qui joue Fukamashi Makoto, donc le journaliste qui est aussi alpiniste. On a Kylian Rellinger qui joue Buntaro Kishi, donc le jeune alpiniste admirateur de Abou. On a Elisabeth Ventura qui joue Ryoko Kishi, la grande sœur du jeune alpiniste donc Buntaro. On a Gauthier Batou qui joue Inoue Makio jeune, le premier partenaire de Abou. Jérôme Keane qui joue Inoue Makio vieux, donc toujours le même partenaire. Et Marc Arnaud qui joue Ase Tsuneo, le rival, donc le second alpiniste plutôt connu japonais que l'on voit dans le film. Attends, mais moi, je crois que j'ai un truc, je viens de tilter. Je crois que j'avais pas compris un truc, là. Sur le coup. Mais... Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Bah, le vieux de la fin, c'était son partenaire du début. Le vieux de la fin. non. C'est parce qu'en fait, il y a deux. Moment, il il y a deux- l'interview. Ah ouais. Enfin, il est pas vieux, ça écrit vieux, mais il est plus Il est adulte. plus vieux, il y a quoi. une dizaine d'années en plus. Ouais. En fait, le jeune alpiniste, enfin le jeune, celui qui va franchir la dalle des démons Oui. avec Abou, il va être Ouais. interviewé quelques années après, donc plus vieux, par le journaliste Fukamashi Makoto. Donc ils ont pris 2 acteurs pour faire ce même perso aussi. Ah oui. Ouais, Donc ok. le premier partenaire, Parce que celui sans qui va enquête, lâcher, ouais. Oui, celui qui est ouais. salaryman, le costard cravate, Il va celui le qui lâcher parce du qu'il coup parle comme lâcher, une merde. Eh ben, oui. Ouais, voilà, parce que Abou, Entre il est autres, complètement oui. désagréable et dégueulasse avec. Ouais. Il dit ouais, c'est moi qui fais tout seul et tout. Est-ce que tu as des petites infos en plus à nous donner, Claire, avant de passer au film ? Donc le film, comme on disait plus tôt, a été récompensé du palmarès du meilleur film d'animation au César 2022 et également aux Lumières 2022. La petite anecdote que j'ai notée, c'est que le personnage de Ase Tsuneo, qui joue du coup le rival de Abou, aurait été inspiré par un véritable alpiniste japonais nommé Tsuneo Hasegawa, célèbre pour ses ascensions en solitaire et plusieurs records, comme l'ascension des 3 faces nord des Alpes ou la face sud de l'Aconcagua. Il décède dans une avalanche en 1991 en tentant d'atteindre le sommet de l'Ultar Sar au Pakistan. Donc la même mort que le personnage... dans une avalanche, la même mort que le personnage dans le film. Donc l'histoire du sommet des dieux développe en effet une rivalité entre Ase Tsuneo et Abou Joji, donc inspirée de la véritable rivalité qui existait entre ce fameux Tsuneo Hasegawa et un alpiniste français du nom de Ivano Ghirardini. C'est intéressant ça. Il y a plein de choses de toute façon qui sont basées sur des événements, des Réel, éléments ouais. un peu concrets. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il base vraiment un peu, bon on en reparlera, mais il base vraiment certaines choses du film sur du réel, mais comme on se concentre sur des personnages de fiction, ça t'empêche pas de Ouais, t'attacher au perso et tout. C'est malin d'avoir fait ça. j'aime bien ce mélange, ouais, c'est bien foutu. Ça te laisse beaucoup plus de liberté. Mhm. On passe au film. On passe au Let's go. film. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, les copains ? Qui veut commencer ?
Allez, j'y vais. Vas-y. Donc pour ma part, ouais, c'est vraiment une belle découverte. J'ai trouvé que c'était une histoire prenante, émouvante, malgré le thème de l'alpinisme qui n'est pas spécialement une activité passion que je connais bien ou dans laquelle j'excelle. De base, quand je marche en montagne, je fais 3 pas dans la neige et je tombe littéralement. Nero pour en témoigner lors de l'hiver dernier. Ouais. C'est T'as du pas mal à rester glorieux, hein. droite. Le format enquête, archive, documentaire m'a séduite et m'a fait entrer dans l'histoire tout de suite. C'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup et qui fait naître, pour ma part, du suspense et une curiosité chez moi. Même parfois, sur des histoires simples où il n'y a pas forcément des péripéties farfelues, du moins d'apparence. Finalement, l'histoire, elle peut paraître ordinaire, mais elle est le point d'ancrage de destins extraordinaires et de personnalités humaines fortes et incroyables. Les transitions entre le présent, où Fukamashi y mène son enquête, et le passé de Abu, je trouve qu'elles sont bien foutues, c'est bien réalisé, ça se mélange super bien. Ça fait partie d'ailleurs des moments que je préfère dans le film, donc c'est ceux où on voit Fukamashi interviewer, lire, rechercher, et réciter en fait en voix narrative les avancées de son enquête, et il cite un peu les prouesses passées de Abu et tout son parcours. J'aime beaucoup ces moments-là. Donc petit à petit, on retrace le parcours de Abu, et je trouve qu'on est vraiment saisi par l'intensité de sa pratique extrême et sa passion vitale pour ce sport. L'animation en plus est très jolie, il y a vraiment des beaux visuels, je trouve des beaux décors, des beaux paysages, et avec des traits de personnages très bande dessinée, comme on disait un peu, que j'aime bien, et qui m'ont fait penser notamment à Avril et le monde truqué, dans à peu près le même genre, je trouve. Donc de manière générale, je vais dire que c'est une très belle découverte. Je suis contente de l'avoir vu et il m'a vraiment touchée, que ce soit pour son histoire ou même la manière de raconter l'histoire. Ça m'a vraiment plu. Allez, Ista, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais, j'ai trouvé ça très sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire on a dit en off du fun en bar, c'est ça ? Du fun, oui, qu'est-ce que j'ai rigolé. Ah oui. C'était drôle. J'aime beaucoup, c'est le côté enquête et tout, le côté très réaliste. Je trouve d'ailleurs que en fait ça peut se rapprocher d'un film comme les films qu'on a fait de Satoshi Kon, dans le sens où ça se veut un peu, je trouve qu'il y a une volonté de faire un peu un film live action, enfin en animation, mais comment la caméra est placée, etc. Ouais. Ça me fait penser, enfin j'ai l'impression que c'est pensé comme un film live, quoi. Puis de ce que j'ai entendu des producteurs, c'est un peu voulu, quoi. Ouais, il fait pas film d'animation pour faire un film d'animation. Ouais, le réalisateur, il disait, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé une question dans une interview, et il disait, pourquoi déjà vous avez fait un peu de l'anime ? Et déjà, il disait, parce que moi, je sais faire que de l'anime. Bon, déjà, voilà, ça limite. Mais et puis il parlait aussi par rapport à la 3D et tout ça, parce que le projet, le film a été pensé au tout début pendant un temps en 3D. Ok. Alors qu'il est quasiment en full 2D. Il y a juste 2-3 éléments par-ci par-là en 3D, hein, mais de manière très sommaire, Patrick Sambert disait. Ouais. Patrick Sommer, c'est qui ? Patrick Ambert, c'est ça ? Pardon, pourquoi je dis Patrice ? Ah, t'as dit Patrice, merde, non, c'est Patrick. Non, t'as dit Patrick Sommer. Et ça m'a fait Sommer. Ah, j'ai dû fourcher. Non, je me trompe pas, c'est Patrick Imbert. Oui, c'est ça. Ouais. Pardon, excusez-moi. Et ouais, du coup, il y a un petit peu de 3D qui est utilisé, mais très peu. Ils voulaient surtout quelque chose en 2D parce que eux, c'est ce qu'ils utilisent et c'est la technique que lui maîtrise le mieux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce sentiment de film un peu d'animation, je dirais un peu français classique, on va dire. Ouais. Dans son approche. Et, je pense que c'est aussi le fait qu'il ait opté pour beaucoup de painting très, réalistes, mais pas trop. Ouais, mais il y a un style très réaliste quand même. Dans les personnages, ils sont très, ils ont pas de grosses expressions ou trucs comme ça, quoi. C'est très proche d'un humain, quoi, normal dans la vie, quoi. Il y a un peu à côté de documentaire, je dirais par moment, avec certains plans de cam. Ouais, puis en plus, on suit un journaliste qui fait des documentaires là-dessus, en plus. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de close-up, de plans rapprochés sur les personnages et tout. C'est très... Ouais, il y a un peu un côté de docu, je dirais. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Naturaliste. Ouais, naturaliste un petit peu, pardon. Naturaliste, ouais. Ouais, documentaire naturaliste, oui. T'as des beaux décors et t'as des plans très live action, quoi, je trouve. Mais je partage ce sentiment avec toi. Il fait pas film d'animation pour faire du film d'animation. Oui, voilà. C'est juste, je sais faire des films comme ça, je l'ai fait. Ouais, parce que c'est ma technique et tout, je sais dessiner, vas-y, let's go, quoi. Ouais.
C'est un peu ça. Sur le coup, ils ont bien raison. Et sinon, le film, il y a des moments où il m'a vraiment... j'étais pas bien. Il y a des moments où j'étais pas bien et tout. Quand les os ils font crack. Ouais, non, mais ça marche bien. Sur moi, ça a bien marché. Hein. C'était des trucs... Sur moi, ça a bien marché, quoi. Voilà. Et, ouais, c'est un bon film. Par contre, j'ai pas envie de le revoir tout de suite. Ah bon? Non, moi, Oui. les trucs durs comme ça, Ouais. je peux pas enchaîner, quoi. Voilà. Voilà. Quand tu veux, hein, on le remet ce soir. Moi, j'étais chaud pour reproposer un truc et tout. J'ai le temps de regarder le chapeauté si tu veux. Pour la soirée d'anniversaire, on regardera ça. Ouais, carrément. Et toi, Néon, t'en as pensé quoi? Bah moi j'ai adoré vraiment. J'ai vite été pris par le film, que ce soit par l'enquête de Fukamashi ou par le destin hors norme d'Abu. En plus j'apprécie plutôt bien la montagne, même si je pratique pas l'escalade. Ah oui, non, par contre, j'ai jamais été à la montagne. Voilà, je l'ai pas dit, mais j'y connais rien du tout. Voilà, sans-le. Et pourtant, bah, j'y reviendrai, mais je trouve que c'est une force du film parce que même si tu connais rien à l'escalade, Ouais. tu connais rien à la montagne et tout, bah ça t'empêche pas, je pense, d'apprécier tout ça. Et y Bah compris si tu connais quelque chose, ça t'empêche pas. Bien sûr. Il est dans une interview, il y a le producteur qui disait qu'il y a des amis à lui qui sont alpinistes en fait, hein, même pour certains chevronnés d'ailleurs, qui disaient qu'ils n'ont pas eu de soucis à apprécier le film parce que l'animation, justement, contrairement à un film live qui aurait voulu faire beaucoup trop réaliste, l'animation apparemment elle donne aussi un peu de recul, un peu de distance et te permet de peut-être plus te concentrer sur les émotions, à ce que tu veux faire ressentir, plutôt que sur plutôt que juste ça va faire être il met pas bien le crochet, ou c'est voilà. réaliste, ça va être des trucs comme ça. Comme Plutôt t'as les que de vidéos te sur YouTube concentrer là, sur, un analyste, c'est ça, ouais. tu sais, regarde, un vrai archer regarde comment C'est ça. comment Hawkeye tire dans Marvel, je sais pas quoi. T'as des vidéos comme Exactement. ça. Là. Et oui, là c'est Je trouve que du coup c'est intéressant comme approche parce que ça permet de moins se focus sur ce que tu dis, sur ce genre de détails là qui vont peut-être toi te sortir de la chose parce que c'est quelque chose d'humain, de réaliste, tu filmes des acteurs et tout. Là où justement là ce que permet, je pense qu'en live un film comme ça aurait peut-être moins bien marché. Ouais. Surtout dans un aspect aussi un peu documentaire et naturaliste, je trouve que le film a, et que voilà, l'anime permet de prendre un peu de distance avec tout ça et se concentrer sur ce que veut faire passer le film comme émotion, comme message. Il prenait l'exemple notamment du fait que au-delà d'une certaine hauteur, quand tu passes les 7000 et quelques, oui, en fait ton corps il réagit pas pareil, il y a moins d'oxygène et tout, donc ton sang il s'épaissit. Ouais. Et du coup, ça se retranscrit visuellement dans le film, hein, Oui, c'est vrai. par le fait que Fukamashi il perd connaissance, il ait des maux de tête et qu'il n'arrive plus à utiliser ses membres, qu'il soit coincé sur le bord de la falaise, en fait, suspendu dans le vide. Et il disait que tout ça, visuellement, c'était bien retranscrit dans le film parce que l'animation permet ça et tu fais passer le sentiment. Et les gens qui ont même vécu ça peut ne pas les empêcher de... Même en ayant eu ces habitudes-là, en ayant vécu ces situations-là, ils peuvent le ressentir sans avoir à se dire « Ah mais non, c'est pas comme ça » et tout. Oui. Ça, c'est une des forces du film aussi, je pense. Ouais. Et tout comme le fait que t'aies pas besoin de connaître quelque chose à l'alpinisme pour comprendre tout ce qui se passe. Oui, puisqu'il raconte d'autres choses en fait en parallèle. Je trouve que c'est intéressant, hein, parce que même si tu connais pas du tout l'univers, mettre un pied dedans, tu te rends compte quand même que c'est quelque chose de particulièrement extrême pour certains, et genre il y a ce truc très... très impressionnant en fait, même à regarder en tant que spectateur à la télé, tu te dis waouh, mais ils sont fous. Mais même au-delà de ça, ça raconte d'autres choses en parallèle en fait, que ce soit l'alpinisme ou si ça avait été autre chose, peut-être qu'ils auraient pu dégager ces mêmes émotions parce que ça nous permet de parler d'autres choses et c'est ça qui est intéressant, je trouve, au travers du film. Et le côté enquête, il faut dire qu'il donne vraiment envie de savoir la suite et tout. Il y a vraiment un bon rythme, ils ont trouvé le bon tempo, je trouve, pour tout accorder. Ouais, je suis d'accord. On se prend en jeu facilement à suivre la folie des persos, à se mettre dans des situations impossibles juste parce que ils en ressentent le besoin, poussés par genre une envie immuable, un truc comme ça. Et les moments de tension, ils sont super sympas, de détresse. Ça a bien fonctionné sur moi aussi. Je pense vraiment que c'est un joli récit. C'est un joli récit. En plus, il fait 1h30. C'est un bon timing. Ouais. Qui plus est, c'est vraiment bien mis en image. Hein. Je pense qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus. Et visuellement, je trouvais ça grandiose. La montagne, elle est vraiment dépeinte dans toute la splendeur et sa dangerosité aussi par moments. Elle n'est pas que belle, elle est vraiment impitoyable. Et pour finir, c'est pas un film très verbal. Il y a assez peu de dialogue, en vrai, par moments. Et notamment dans les dernières 40 minutes qui concernent l'ascension de l'Everest, parce que sur 1h34 de film, il y a 35 minutes, je crois, c'est l'ascension.
tout ce qui concerne l'Everest à la fin, et ben il y en a pas besoin, hein. Tout est compréhensible, y compris les séquences de grimpe où les protagonistes utilisent les équipements, ils font des nœuds, tout ça, et en fait tu comprends tout. T'as pas à te dire mince, je comprends pas pourquoi il a mis ce piolet là, pourquoi il a mis cette attache là, cette corde là. Pas besoin, c'est lisible dans la narration et dans l'image, et voilà, je lirai sans doute le manga à l'occasion, mais chouette découverte, le film, j'ai vraiment adoré, et je le reverrai avec plaisir. Je crois que le côté enquête, il vient aussi du manga. Je crois. Oui, sauf que, en fait, ce que s'expliquait Patrick Imbert, c'est qu'il a mis de côté toutes les intrigues secondaires. Parce que normalement, je crois qu'il y a la mafia ou je sais pas quoi, j'ai entendu. Je crois. Ouais, il y a plein d'autres choses à côté. Et tout ça, il a mis de côté pour se concentrer sur on va dire le tronc commun avec Fukamashi et Abu, notamment. Ouais, il disait aussi que ce qui l'intéressait, c'est les gens aussi qui perdent. Les gens qui restent, quoi. Enfin, genre la sœur. Qui perdent un membre. Non, mais qui perdent quelqu'un qui est mort en alpinisme, quoi. T'as le personnage de la sœur qui est un peu développé dans ce sens-là. Ouais, on oublie ça, mais quand tu fais quelque chose des activités dangereuses comme ça, c'est vrai que les gens qui restent derrière ne comprennent pas forcément. Et même si elle comprend, c'est ça qui est cool. Elle comprend que son frère faisait quelque chose de dangereux. Ouais. On la voit des années plus tard. Tu peux pas toujours aller à l'encontre de l'envie des gens. Ouais, mais elle dit quand même. Même si c'est risqué. Pourquoi, tu vois. Oui, au début, elle dit qu'elle comprenait pas. Avec le recul, elle a fini par comprendre, quoi. Et que dire qu'elle y pouvait rien. Enfin, je pense que la réaction naturelle, c'est de s'en vouloir pendant longtemps, de se dire, mince, je l'ai laissé partir, je l'ai laissé aller, machin, et finalement, tu dis, non. Je peux pas aller contre la volonté des gens. Enfin, il aurait été quand même, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi je l'ai pas inscrit au ping-pong putain, pourquoi il fait l'alpinisme Est-ce que vous voulez passer à votre séquence favorite et si oui, quelle est-elle Quelle est-elle Tu veux commencer, Ista ? Parce qu'on parlait un petit peu justement vu qu'on était dessus, ouais. Ouais, c'est la... c'est moi qui la séquence du fun. La séquence du fun. Elle est très drôle. Non, sur le coup, c'est le gamin là dont on parlait qui vient et qui dit qu'il veut à tout prix partir avec Abu pour monter je sais plus c'est quoi la montagne, mais il veut monter. Je sais plus, mais c'est quelque chose d'assez difficile. Il faut être préparé. Hein. Ouais, il faut quand même être préparé. Ouais. Et donc ils vont monter à cette montagne et ça va pas bien se passer du tout. Au début ça va. Au début je stressais déjà. Moi, dès qu'ils montaient sur le coup, j'étais en mode c'est pas bien. Ça va. Ça sort. Ça va mal. Et puis quand tu vois la paroi, tu te dis. C'est genre à 90 degrés presque, c'est vraiment un angle droit, quoi. C'est ça. Puis la corde qui s'accroche dans le truc, et après, en plus, il tombe, et ça, tu entends le dos qui craque comme ça. Mais il y a un truc, il n'arrivait plus à bouger. Ça doit être rude, l'impact sur le dos. D'ailleurs, il peut plus bouger. Il a dû laisser des vertèbres. Je pense qu'il est... Il est paralysé. Ouais, je pense, il doit y avoir un truc comme ça. Mais je me disais, maintenant, on a des smartphones, peut-être qu'on pourrait appeler les hélicoptères et tout, si ça se passerait maintenant. Je sais pas, mais... puis t'as la localisation GPS, il y a des balises, il y a plein de systèmes maintenant, qu'à l'époque il n'y avait pas, parce que ça se passe dans les années 80, cette séquence. Ah, c'est 80 ? Ah, oui, c'est avant. Ouais. Fin 80 ou mi-80, mais c'est quelques années avant... c'est avant 93, parce que pour Fukamashi, son enquête, le présent dans le film se passe en 93. Ouais. Et comme il a disparu depuis quelques années... Ouais. Non, mais sinon, la séquence, elle m'a vachement marqué. Déjà, elle est stressante. Il y a une musique ultra stressante à partir de ce moment-là. Ouais. Ça dure longtemps. Sur le coup, tu te dis est-ce qu'il va réussir à le relever ou pas. Et puis après, il sort le couteau. Et il était en mode non, mais non. Sur le coup, moi, je ne pouvais plus. Je fais non. Et puis voilà, quoi. Il coupe la corde. Et après, ça finit. Et puis t'es en mode merde, quoi. Enfin, ça rappelle que c'est dangereux, quoi. Que c'est pas facile, ce genre de truc, quoi. Enfin, faut être préparé. Et puis même si t'es préparé, en fait, ça peut, tu peux mourir. T'es pas à l'abri. La nature, elle est dangereuse, quoi. C'est risqué. Ouais, c'est risqué. Ah oui, parce que finalement, c'est même pas genre. Ça ressemble pas trop à une erreur, finalement. Je sais plus, il se laisse juste. Il y a un petit caillou. Enfin, je sais plus, genre vraiment, il trébuche pour pas grand chose en plus. Donc, je dis vraiment, tout se joue au millimètre près, à l'attention près. Enfin, il suffit d'un mini événement qui vient bouleverser le truc et ça peut tout mettre en péril, quoi. Donc, c'est fou de voir que ta vie tient un peu à un fil, c'est le cas de le dire, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'était ça était compliqué, mais moi ça m'a vraiment mis mal et tout, quoi. Et après, j'étais dégoûté, quoi, sur le coup. Mais après, c'était sur l'enquête et tout, c'est parce qu'il regarde un truc. C'est le journaliste qui enquête et qui tombe sur cet article qui parle de ce jeune qui est décédé.
Et ça va le hanter après, parce que tu revois une scène à un moment où il s'en rappelle et tout. Yep. Quand il se retrouve tout seul, là, quand pendant 2 Oui, jours. quand lui-même il manque de mourir, il Ouais. manque enfin, du même coup, en plus il tombe de la même manière et tout. Oui, c'est vrai. Et il le revoit et tout, en hallucination Ouais. et tout. Ouais. Ah bah quand il tente la face sud de l'Everest la première fois dans la neige là, en Ouais. plein hiver, Ah ouais, et qu'il va y laisser 3 doigts. Ouais, c'est ça, c'est ce ouais, c'est moment-là. ça. Ouais, Ou ouais. 2, 2, je crois. 3 2, Ouais, je crois 2, que... 3. Ah, où il lui reste 3 doigts, je sais Je plus. crois qu'il lui reste 3. Je crois qu'il laisse Oui, 2 c'est doigts. Mais oui, j'imagine bien que c'est le genre de truc qui te marque toute ta vie, surtout que le mec lui avait bien dit au début non, je te prends pas, t'es trop jeune, t'es pas assez expérimenté, et il finit par craquer quand même, tu vois, parce que le gamin il lui dit j'irai même sans toi et tout. Et, Bah, c'est ça. Donc, en il fait, a dû t'aurais pas pu l'empêcher. Bah ouais, c'est ça. Mais il a dû s'en mordre les doigts, Ouais. enfin toute sa vie, tu vois, de se dire. Bien piètre Ah, choix de mots. Oui, pardon, c'est vrai. En effet. Ah, mais lui, il s'est dit, si j'y vais au moins avec lui, bah, moi, je peux peut-être le surveiller et tout. Je peux l'aider au lieu qu'il aille tout seul, quoi, et qu'il fasse snap. Ouais, bon. peut-être, je pense qu'il s'est dit que Mm. c'était une sûreté en plus, mais... Ouais. Mais ouais, non, malheureusement. Donc, c'est après ça qu'il disparaît un petit peu d'ailleurs, hein, enfin, qui part, je crois, pour le Népal. Oui. Enfin, pas pour le Népal au début, je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il disparaît. Ouais, il part faire plusieurs voyages, dont le Népal. Il va essayer de faire les 2 sommets autour de l'Everest pour finir sur l'Everest. Il veut essayer de faire il y a une. Oui, il y a 3 faces. Il y a Ouais. 3 sommets très très importants et cultes pour les alpinistes à faire là-bas. Et lui, il va en faire 2 sur 3. Il va prendre de l'avance sur son rival. Et puis, c'est sur la dernière où il va se vautrer. Ouais. Oui. Mais en fait, ça se passe jamais bien, j'ai l'impression, les montées de montagne dans ce film. Bah ouais, surtout lui, il y a vraiment un destin. Enfin, il lui est arrivé de ces Ouais. trucs. Après, pas c'est surtout évident, l'Everest. quoi. Hein. C'est 2 fois sur l'Everest où tu vois se vautrer. Hein. Le reste après, lui, il gère plutôt. Hein. C'est vrai. À bout. Oui, oui. Mais je veux dire, il lui est arrivé des malheurs, quoi. Enfin. Oui. Plus à bout Après, qu'à l'Everest, lui, mais je veux dire, ça l'a marqué. Après, Parce l'Everest, que lui, ouais, c'est- forcément, il vit avec le souvenir de ça. C'est un gros morceau, l'Everest. Hein. Plus de 8000 mètres. Bah, c'est le plus gros morceau, de toute façon. Ouais. C'est pas plus haut. Non, c'est Ouais. c'est le plus haut sommet Ouais. à partir du niveau de l'eau. Donc voilà. C'était ma séquence favorite. J'adore. C'était la séquence du J'adore fun. la douleur et la tristesse. Claire, est-ce que tu as quelque chose d'un peu plus gaulerie? Alors, Ouais, peut-être c'est- pas gaulerie, bon, c'est mais... pas un film gaulerie, on va pas se voilà, mentir. on quitte le thème un peu morbide, si ça vous va, pour ma séquence du moins. J'ai hésité en fait, mais c'est vrai qu'en fait il y a une séquence qui m'a marqué peut-être plus que les autres. J'ai choisi en fait la première scène du passé de Abu, où on voit un court extrait en fait de quand il était enfant. En fait, on le voit courir à travers les champs et grimper un sentier de montagne. Et on sent qu'il y a déjà une détermination forte plantée dans le regard. Tu vois, même si c'est un gosse, il doit avoir une dizaine d'années, je pense, lors de cet extrait. Donc c'est la première séquence qui nous montre voilà, le passé de Abu. Tout en courant, il finit par atteindre le haut de la falaise et il se tourne vers le crépuscule, contemplant la vue, et on voit sur son visage qu'il ressent, voilà, il ressent beaucoup de choses et certainement aussi la fierté de son jeune exploit. Et j'aime bien cette scène parce qu'on comprend que sa passion lui vient vraiment de tout jeune, comme si c'était un peu dans je sais pas, dans ses veines, Son quoi. destin. Comment ? Non, je dis c'est son destin. Enfin, Ouais, un petit peu, Ouais, c'est comme ça. ça. Je pense que c'est aussi ce que ça nous montre. Et ce qui est bien dans cette scène, c'est qu'il n'y a pas de parole, c'est pas expliqué, c'est pas justifié. On ne sait pas forcément pourquoi on le voit courir à travers champs, pourquoi il se hâte ainsi d'escalader le sentier. Mais c'est ça qui rend la scène, je trouve, vraiment puissante. On voit et on sent la passion déjà du jeune garçon et ce besoin presque vital de grimper, tu vois, comme un instinct ou une pulsion. Et je trouve que cette séquence, elle est vraiment hors du temps. Elle est soulignée en plus par une magnifique musique à ce moment-là. Je trouve ça sublime vraiment l'intensité du moment présent. Et le final de cette petite scène, c'est là où on voit Abu contempler le soleil. Et je trouve elle est trop belle cette scène. Il y a le ciel un peu rose et violet du crépuscule, la musique, le regard de l'enfant. Enfin, tout est beau. Vraiment, les plans sur le contrebas de la falaise, sur le visage de Abu et la lumière. Enfin, ça en dit beaucoup, mais sans rien dire en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de parole, Ouais. mais ça nous en dit énormément.
C'est vraiment un chouette moment. Et en plus, je trouve qu'une fois qu'on a vu le film et qu'on connaît du coup après le parcours de Abou et son destin, ça prend d'autant plus de sens. C'est comme tu disais, Ista, c'est comme si c'était sa destinée en fait. Et en plus, je trouve cette petite séquence, elle montre... on connaît pas encore Buntaro dans le film, mais elle montre vraiment sa ressemblance jeune avec Buntaro. C'est flagrant, tu vois. Et le lien entre ces deux personnages, du coup, il est un peu à la fois magique et dramatique, parce qu'ils sont similaires en beaucoup de choses, en beaucoup de points, et ce, jusque dans leur péripéties et jusque dans leur mort. Tous les deux rattrapés par leur soif insatiable d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et finalement, il meurt un peu dans cette passion-là, mais tu sens que c'est à la vie, à la mort, quoi. Il y a quelque chose de tragique, mais de vraiment beau. Et cette séquence, elle est courte, mais voilà, je la trouve un peu en dehors de toutes les autres séquences du film, et elle m'a beaucoup touchée. Ouais, super jolie, puis elle fait... c'est un peu le début du voyage pour Abou, finalement, et notre début du voyage aussi avec lui, et sans parole, on le comprend, et... J'aime bien de toute façon la manière dont sont incorporés les flashbacks durant le film, durant l'enquête. Ouais. Du coup, de suivre les deux destins en parallèle jusqu'à ce qu'ils se rejoignent, il y a à peu près 50 minutes du film, jusqu'à ce que Abou et Fukamashi se rejoignent vraiment après s'être croisés une première fois au tout début du film dans la ruelle. Et j'aime bien cet entremêlement de tranches de vie, de passé, de présent et d'enquête journalistique. Ça a super bien marché sur moi, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été pris dans le film dès le début, dès qu'ils ont commencé sur un fait historique, un vieux fait historique avec Mallory et tout, je me suis dit vas-y. J'adore. Ouais, pareil. Et vous connaissiez l'histoire, vous? Parce que moi je connaissais pas du tout. De Mallory. Non. Okay. Non, je connaissais pas non plus. Donc pour la petite info, George Mallory a vraiment existé. Il est décédé, il est disparu le 8 juin 1924 dans sa dernière tentative d'escalade du mont Everest, avec son comparse Andrew Irvine, qui n'est pas nommé dans le film, je crois. Je crois pas. Ça me dit rien, je sais plus. Non, je crois pas qu'il est nommé dans le film. Et leurs corps ont été retrouvés 75 ans plus tard. Le 1er mai 99, à 8290 mètres d'altitude, suite à une expédition organisée par la BBC et Nova, qui est un programme scientifique anglais également. Okay. Leurs corps ont été retrouvés. Ils étaient très très bien conservés, momifiés par le froid depuis 75 ans. Donc ils ont été retrouvés sur la face nord de l'Everest. Ouais. Il le trouve à un moment à la fin du film. Ouais. Mais à l'époque, il n'avait pas encore retrouvé, ça c'est dans la fiction du livre. Oui, bien sûr. Mais c'est au même endroit. C'est à peu près au même endroit, ouais. Je pense, ouais. Mais par contre, on sait toujours pas s'il a réussi l'escalade ou pas. Ouais. Puisqu'il a pu monter et puis il était peut-être en train de descendre, on sait pas. Ils ont perdu sa trace vers midi et quelques, je crois. Ouais. Ils ont pas retrouvé les appareils photo. Ah, okay. Donc on ne sait toujours pas si ce sont éventuellement les deux premiers hommes. Il y a toujours un mystère là-dessus à avoir franchi l'Everest. Parce que ça a été réussi dans les années 50. Mais voilà, pour les alpinistes, pas mal de gens aimeraient savoir si en 24, Andrew Irvine et George Mallory ont réussi ou pas. Et on le sait toujours pas. Mais on a retrouvé leur corps. Ils ont été. Il y a même eu une petite cérémonie en leur hommage, une cérémonie anglicane, parce que je crois que Mallory était de confession anglicane. Et ils ont eu le droit à des petits obsèques rapides sur l'Everest. Et leur corps, je crois, a été recouvert de pierres, un truc comme ça. Voilà. Ok. D'accord. Ah oui, donc ils les ont laissés là, en fait. Ok. Ouais, ils les ont laissés là-haut. Et il y a une photo on peut voir une photo. On voit pas tout, on voit une petite partie, mais on peut voir une photo de leur corps après une photo là-haut. D'accord, ok. Donc momifié depuis toutes ces années. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ta séquence, Clairette ? Écoute, non. Néo. Tu peux passer à ta séquence. Alors moi, j'ai aussi pris une séquence un peu plus légère, où celle où Fukamashi traverse le pays de Sherpa, dans la vallée de Khumbu. Il est sur les traces de Abou, qui a disparu depuis quelques années, et il espère le retrouver dans le dernier village situé sur, entre guillemets, la route de l'Everest. Donc c'est une semaine de marche, comme il dit dans le film, à travers des paysages somptueux, loin de tout, entourés de montagnes, de forêts, de rivières. Donc ça donne envie, je trouve. C'est le pied, comme dirait Marty McFly. La référence, quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai pris cette séquence parce que c'est un moment plus léger, sans tragédie. Pas encore, du moins. Pas encore une nouvelle qui va se produire.
C'est marcher en montagne. Moi, marcher en montagne à plus petite échelle, c'est une chose que j'aime bien faire personnellement. Donc, prendre sac à dos, de quoi grignoter, se promener pendant plusieurs heures, se vider la tête, échapper à la civilisation, respirer, juste profiter du décor. C'est un truc que j'aime bien faire. Donc, cette séquence m'a beaucoup parlé. Je trouve que la montagne dans le film, elle est belle. On se laisse porter par les hauteurs. On suit le seul et unique chemin qui, jusqu'au dernier village, va nous amener à l'Everest. Et c'est un joli moment d'introspection qui replace un peu l'humain dans la nature, tout petit, et tel une poussière parmi ces décors fantastiques. C'est une bonne leçon d'humilité. Et en plus de ça, je trouve que c'est bien alimenté par un super travail de recherche et de représentation de la nature. Pas seulement de la montagne, donc de la part des équipes du film, mais aussi de la rivière, des forêts, tout ça. Il y a une belle lumière, un beau ciel. Et c'est une très belle séquence qui fait la part belle, voilà, toute cette nature en tendant vers un aspect réaliste justement dosé, je trouve, qui participe et à nous faire vivre en fait l'aventure de Fukamashi, et elle nous aidera à comprendre que le plus important n'est pas forcément le résultat, l'arrivée, mais que c'est finalement peut-être autre chose, c'est peut-être juste la quête. C'est une chanson d'Orelsan, ça. Ne serait-ce que le voyage. Voilà. Je sais pas si c'est une chanson d'Orelsan, ça me dit rien, mais... Si, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ouais. Il y a pas mal d'auteurs célèbres qui ont dit ça. En effet. C'est aussi un des messages qui est passé par le film dont parlait le réalisateur, que ce dont se rend compte d'ailleurs Fukamashi à la fin, que finalement la réponse qu'il cherchait depuis le début, elle est finalement pas si importante que ça. C'est pour ça, une des raisons pour lesquelles elle nous est pas donnée à la fin du film, et que finalement ce qui l'a amené à tout ça, c'est peut-être le plus important, et ce qui l'amène à réfléchir et à remettre en perspective ce pourquoi il a fait tout ça, et ce qu'il a appris, et ce que nous, peut-être aussi, on a appris durant tout le récit, durant tout le film. Et au final, à bout, il n'y a que nous, en fait, spectateurs, qui savons qu'il est monté tout en haut. Et en fait, les autres, personne ne le sait, en fait. Oui, c'est vrai, puisqu'il est retrouvé sur la descente, mais du coup, personne ne sait. Fukamashi, il ne l'a pas suivi jusque-là, il n'y a pas de preuve. Ouais. Donc c'est un peu le même destin que Mallory. C'est ça. C'est ça. Tous les destins sont liés. J'aime trop ce truc de destin lié. Enfin, c'est plein de connexions comme ça qui sont cool. Il me semblait que la séquence dont tu parles, là, il me semble qu'avoir vu, dans une interview, qui disait que c'est une transition à la base, c'était pas prévu, je crois, et que ils l'ont fait avec le mec de la musique qui était à fond dans les montages et tout. C'est un travail d'équipe en fait qu'ils ont fait cette séquence, et que cette séquence, à la base, c'était pas un truc vraiment prévu. Ils avaient pas vraiment prévu de transition comme ça, et que c'est un travail d'équipe entre tous les corps de métier qu'il y a dedans pour. Ils ont fait une transition comme ça, un peu training montage, quoi, où le perso il se balade, etc., avec la musique, etc., quoi. Ça fait un peu une espèce de clip, quoi. Ouais, musical. Un petit road trip. Elle marche bien parce que ça donne un petit moment de pause, de légèreté avant un gros morceau. 35 minutes plutôt tendues de fin du film, 45 minutes. Plutôt rude, même si c'est pas rude tout le temps, mais on est dans une tension qui va être là, et un petit stress qui va être présent, du coup presque à la moitié du film. Donc ce petit moment de légèreté, même pour Fukamashi, est le bienvenu, parce qu'il profite juste de son petit périple jusqu'à arriver à l'Everest, et on se dit que ça doit déjà être un sacré morceau, mais que par rapport à ce qui va suivre, c'est rien, quoi. Une mise en bouche. Voilà, une mise en bouche, exactement. C'est un amuse-gueule. Est-ce que on passerait pas au point suivant ? Oui. On peut peut-être aborder rapidement les thématiques dont on n'a pas encore parlé. On parle pas des persos d'abord ? Oui, si. Passons au personnage. Effectivement, passons au personnage. Si vous n'avez rien à ajouter sur nos séquences. Non, c'est bon. J'ai scrollé trop vite. Il n'y aura pas vraiment de point perso féminin. Ouais, c'est compliqué là. On peut juste... Pas grand-chose à se mettre sous la dent. On peut citer Ryoko, la sœur de Guntaro, le jeune alpiniste qui chute de la falaise, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de perso féminin, donc voilà. Ouais. Peu dommage. C'est dommage. Ryoko est chouette, mais on la voit vraiment très peu à l'écran, et elle a un rôle plutôt tertiaire, quoi. Elle sert juste à faire avancer l'enquête et l'intrigue, tout ça, mais... Ouais. Mais vraiment, sinon, pas du tout de personnage féminin. Alors, je sais pas si c'est parce que, peut-être qu'à l'époque, c'était des milieux masculins, un petit peu, les milieux d'alpinistes et tout ça, et que, comme ils ont voulu faire un peu une histoire réaliste, est-ce que ça se base pas un petit peu sur
sur ça en tant que tel et que c'était pas encore un milieu vraiment très J'ai l'impression que très tu parles ouvert de aux beaucoup de femmes, milieux etc. là. De quoi? J'ai l'impression que tu parles de beaucoup trop de milieux là. J'ai J'ai dit pas l'impression beaucoup que tu de parles fois le mot d'alpinisme. milieu. Pardon. Ah Non, oui, pardon, oui, Mais je vois non, ce que tu veux dans dire. le sens Oui, où tu parles de. bien sûr, de bien beaucoup- sûr, bien sûr. Bah oui, non mais c'est clair, mais dont l'alpinisme. Voilà, c'était pas perçu comme un sport extrême, très, voilà, pour les hommes, etc. Et que Après, du coup, je pense qu'ils ont suivi les bouquins, quoi. ouais, c'est ça. Tout simplement. Oui, c'est ça. Comme Mm. les bouquins remontent déjà dans les années 90, du coup, il me semble. Enfin, je sais Ouais. pas, il y a peut-être un truc un peu old school quand même de ce côté-là. Début 2002. Ouais. Après, le roman, c'est les années Ah 90. oui, début je crois. 2002, oui, c'est ça. C'est, ouais, le Et manga, roman c'est en 90. ouais. Ouais, je sais pas, c'est dommage. Ça aurait pas été déconnant de mettre un ou deux personnages en plus féminins ou même remplacés. Tu vois, j'en sais rien. Le premier partenaire, par exemple, de Abu, ça aurait pu être une femme. Enfin, il y a pas de. Mais bon, Oui. peut-être que. Je sais pas. Mais c'est dommage, ouais. J'ai remarqué aussi que pas beaucoup de persos féminins, quoi. Bah non, même il y a la séquence du bar où c'est que des mecs. Bah ouais, c'est ça. Ouais, Tous les ouais. membres du club là d'alpinistes duquel faisait partie Abu, c'est tous des mecs. Ouais, c'est que des mecs. Hein. On est d'accord là-dessus, ouais. Bah, qu'est-ce que vous pensez un peu des personnages, vous, mis à part le peu de présence de personnages féminins? Bah, Abu, il est attachant quand même, parce qu'on le suit du début à la fin, etc. Mais c'est aussi un peu un connard. On peut le dire, je crois. N'ayons pas peur Que des bon, mots. comment il parle à son partenaire au début, là, bah justement dans le bar, dans la séquence que je parlais. Bon, c'est pas très sympa. sur le coup. Bah, Il c'est est qu'il pas un toujours peu- sympa, voilà, je suis il est un peu d'accord, franc ouais. du collier. Ouais. Je suis d'accord. Bah, les deux personnages principaux, je les trouve quand même intéressants, ouais. Parce qu'ils sont tous les deux, je trouve, différemment, mais façonnés par leur détermination à toute épreuve. La Fukamashi qui est déterminée dans sa passion d'enquêter, de retrouver Abu à tout prix, de vouloir trouver en fait la preuve qui changerait peut-être le cours de l'histoire de l'alpinisme, hein, avec l'appareil photo de Mallory, etc. Et on a Abu dans sa pratique de l'alpinisme à qui il a dédié sa vie, littéralement, sans faille, sans jamais abandonner. Et ouais, du coup, il est même parfois, je trouve, un peu déconnecté de la réalité et des rapports sociaux qu'il a tendance à négliger, en fait, face à sa passion. Dont avec les gens avec qui il est proche, quoi, comme son partenaire Inoue, par exemple. Si je devais choisir, je pense que j'aurais peut-être une petite préférence pour Fukamashi, mais c'est vraiment parce que j'adore le côté enquêteur, en fait. Le fait d'avoir le nez dans les archives, de se démener pour retrouver la trace de celui qu'il est sûr d'avoir aperçu, c'est-à-dire Abu, et puis le voir arriver à la fin, à le retrouver et tout. Enfin, je trouve qu'il y a un truc vraiment... Mais il est un peu moins fou, Fukamashi. Il Ouais, a c'est peut-être ça un peu aussi. plus les pieds sur terre, ouais, même si... Il y a un peu moins de folie. Même si il est pris quand même à beaucoup de choses pour aller au bout quand même de ses convictions et tout. Mais oui, il sait faire demi-tour au bon moment, disons. Bah, il a fait. Parce que il y a le vieux à la fin qui lui dit. Tu sais, il alerte, il dit ouais, à 7500 mètres, voilà, t'as mal au crâne, machin. Enfin, Ouais. si ça va plus, tu reviens, quoi. Ouais, Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Mais C'est ce qu'il a moi, fait. je me suis dit, mais il va peut-être pas le faire. Généralement, quand un perso dit un truc dans un film, c'est que le perso, il va pas le faire. Il va faire C'est l'inverse vrai de que ce je que me lui a suis dit. demandé. Ouais. Mais il est revenu, quoi. Ouais. Donc oui, il a plus les pieds sur terre que Abu, ouais. Un peu plus, ouais, en effet. Mm. En effet. Mais voilà, et puis comme je disais tout à l'heure, j'aime vraiment bien aussi l'idée des destins liés, au fait, et il y en a plein dans ce film. Et les leurs, en tout cas, du moins de Abu et Fukamashi, ils seront vraiment marqués à tout jamais par leur rencontre, en fait. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans qui m'a plu. Ouais, Fukamashi, je trouvais grave cool aussi, un passionné, mais voilà, il s'est posé la limite. Et moi, il y a des petits moments où, je sais pas pour toi, mais il me faisait penser à Ryo Saiba de City Hunter. Parce qu'il est un peu fringué pareil, il a une coupe de cheveux un peu pareil, la chemise bleue, le t-shirt blanc. Après, c'est les années 90 aussi, City Hunter, non? Peut-être pour ça aussi. 80 et 90, ouais. Du coup... Bon, il m'a vite fait, il y a des petites vibes où je me disais, c'est pas le même caractère du tout, hein, c'est pas du tout le même perso, mais physiquement, il y a un petit. De temps en temps, il y a une petite ressemblance, donc ça me faisait un peu marrer. Et je l'aime beaucoup, ouais. Et Abu qui est assez égoïste, dur, mais c'est comme un des rares dans son club, même si il sait pas correctement, même si c'est un sale con, par moment, c'est un des seuls à pas se voiler la face quand même. Quand je vais noter ce point. Quant à la dangerosité de la pratique de l'escalade en montagne, parce que CF, le dialogue où il dit qu'il couperait la corde pour éviter que 2 personnes ne meurent au lieu d'une seule. Parce que même s'il prend des risques, il est dur un peu par moment, mais c'est pas non plus. Ils se voilent pas la face sur la dureté de leur pratique.
Et c'est loin d'être un salaud, puisque contrairement à ce qu'il affirme dans le bar, il va essayer de sauver le jeune alpiniste sans couper la corde. Et il sera hanté par sa mort jusqu'à la fin, et il sauvera même Fukamashi, parce qu'à la fin, il va lui dire c'est chacun pour sa peau, on communique pas, mais finalement, il va l'attendre et faire demi-tour. S'il l'avait pas fait, peut-être qu'il aurait franchi l'Everest, il serait peut-être redescendu. Ouais, mais peut-être que Fukamashi serait mort, du coup. Voilà. Bah, c'est ça. Pour ça, j'aime bien ce perso aussi, parce que c'est un con, mais c'est juste un con. Il est nuancé, il est à fond dans son truc, il est maladroit, mais c'est pas un mauvais bourreau pour autant. Pas malveillant. En fait, l'argent. c'est qu'il est pas très social, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un bourru, Ouais, en fait. Et il fait pas d'effort pour s'exprimer de manière un peu plus touchy, quoi, donc il pourrait faire preuve d'un peu plus de tact, mais j'aime bien parce que c'est des persos vraiment... Ils sont humains, ils ont une palette de couleurs dans... Ouais. Tous les persos, c'est des nuanciers, bon, surtout les deux principaux, parce que c'est les plus développés, hein, Fukamashi et Abu, bien sûr. Mais voilà, je les ai trouvés vachement tangibles, crédibles, ils sont palpables et ils ont... Je me dis jamais à aucun moment je me suis dit dans le film, ils n'existent pas, j'y crois pas. Enfin, ouais, non, je suis d'accord. et c'est notamment par leur caractère, justement de pas d'en avoir fait des persos manichéens, un gentil, un méchant, le gentil journaliste qui va suivre éventuellement le méchant alpiniste. Genre Tintin. Éventuellement Tintin, ouais. Non, mais oui, je vois. D'ailleurs, j'ai un peu pensé à Tintin dans le film parce que Tintin au Tibet, vu qu'il passe par le Népal et tout, à un moment, tu vois l'Himalaya, le pseudo-Yeti, tout ça qu'il y a dans Tintin, ça m'a un peu rappelé. Tu parlais de la ligne claire, du design et tout ça. Ça m'a un peu fait penser à ça aussi. Oui, le franco-belge, ouais, bon, en général. Hein. Pendant le film. Bah voilà, très très cool et deux persos que j'aime beaucoup et j'ai bien aimé les suivre. Tout pareil. Est-ce qu'on a encore des petites thématiques à aborder à part l'escalade et bien évidemment l'escalade. Donc ouais, ça j'aime bien parce que c'est pas un film qui... Je trouve que c'est un film suffisamment bien construit puisque c'est un film qui va aborder l'escalade mais plutôt comme une pratique sportive, plutôt comme une excuse que de faire un film sur l'escalade. Ouais. Ça, je trouve ça cool. Et ça va, voilà, on va pouvoir parler d'orgueil, de la folie qui dévore les humains et les pousser à faire des choses aussi extrêmes. Je crois que c'est clair qu'ils disaient au début du podcast que ça pourrait être autre chose que l'escalade en fait. C'est ça. Et ça, c'est cool. Sur la boxe ou je sais pas quoi. C'est ça, à la limite. Hein. Ouais. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, on a déjà tout dit dans la thématique. Je crois, ouais. Je crois, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu déjà un petit peu abordé les trucs, mais... On a tout bien intégré à ce qu'on a déjà dit, donc en vrai, je vais limite pouvoir... je l'ai peut-être pas dit comme ça, mais je voulais juste peut-être préciser que je trouve du coup, il y a vraiment une dimension philosophique, en fait, et c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans le film, c'est que en effet, avec, comme on disait, une pratique qui est celle de l'alpinisme et qui est très factuelle, genre c'est l'alpinisme, c'est un sport, il y a des gens qui en font, etc. Je trouve que ça fait vraiment, en fait, réfléchir, mais à des trucs très profonds, comme le sens carrément de l'existence humaine, tu vois, les liens entre les hommes, etc., la connexion entre les âmes, enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de très profond, et qui fait poser des questions, en fait, très primaires, en fait, dans le sens de l'existence de l'homme, tu vois, pourquoi on se sent ce besoin organique de jouer avec sa vie, parfois, pour toujours se dépasser, pour se sentir vivre, se mettre en danger, tu vois, des choses comme ça, jusqu'où on est prêt à aller, pourquoi certains hommes sortent des sentiers battus pour aller au bout de leurs convictions, etc. Enfin, il y a un truc très... beaucoup plus large et plus profond et plus... un spectre très grand, en fait. Quasiment spirituel, finalement. Spirituel, ou à la limite que ça vient poser, spirituel, philosophique. On en revient un peu au titre du film, finalement, Le Sommet des Dieux. Oui, c'est vrai. Comme disait... ça me fait penser à quelque chose qu'a dit Patrick Imbert dans une interview. Il revenait sur le titre du film parce qu'il y a quelqu'un qui parlait un peu il y a une question qui avait été posée par rapport à la spiritualité du film, à la laïcité du film notamment. Et alors le titre du film c'est en japonais là, Kamigami no Itataki. Voilà. Ah, merci. Alors, du coup, le titre, Le Sommet des Dieux, donc en japonais, Kamigami Itadaki, et il rappelait qu'un kami, ça peut être à la fois traduit en Dieu, en français, mais aussi en esprit, et que dans beaucoup de... Ah, l'esprit de la montagne. Notamment au Japon, avec le bouddhisme, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont finalement
un peu une vie spirituelle. Il y a de la vie on accorde de la vie, on accorde un esprit, une représentation un petit peu à beaucoup d'objets et puis de choses naturelles, que ce soit l'arbre, la montagne, le vent, plein de choses, l'eau, tout ça. Et que, il y a ce côté un peu spirituel de la montagne, la nature est un peu au-dessus de nous. Nous, on vit, on dépend de ça et que on est un peu dépendant, peut-être aussi un petit peu de tout ça. Et il y a peut-être un moyen de se reconnecter à la nature, de tenter tout ça, d'essayer de repousser ses limites, de se reconnecter à quelque chose. Il y a un peu peut-être un pèlerinage aussi personnel. Parce que même Abu n'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus de pourquoi il sait qu'il doit le faire en fait, il sait pas pourquoi il doit le faire. Et finalement, il a l'air ça n'a pas l'air d'être important le pourquoi du comment il doit le faire, mais ce qui est important pour lui, c'est qu'il doit le faire en fait et qu'il renonce pas jusqu'à arriver tout en l'Everest finalement. Ouais, et je trouve qu'il peut aussi avoir cette dimension où le sommet des dieux, t'essaies toi en tant qu'humain de te rapprocher des dieux, enfin il y a un truc un peu comme ça, en montant toujours plus haut, tu vois. Et en essayant de franchir toujours des strates. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, t'es jamais vraiment satisfait et que tu veux toujours aller plus loin et quitte toi-même à vouloir te rapprocher un peu des dieux, enfin, d'une façon un peu métaphorique, mais ça peut être ça aussi. Fukamashi, il en parle, il en parle dans le film, il dit que les alpinistes, de toute façon, ils trouveront toujours un nouveau challenge. Cette voie a été ouverte, vous avez fait ça, on va le refaire mais sans oxygène, avec ceci, avec cela, de l'autre côté, en été, en hiver, sous la pluie. C'est ça. Et qu'ils trouveront toujours un moyen de se challenger et de refaire de se mettre encore plus de complexifier à chaque fois la situation et de toujours trouver du challenge et quelque chose de nouveau à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Eh bien, on va pouvoir passer aux deux derniers points, donc à savoir le point technique, animation, et on terminera par la musique, comme d'habitude. On a déjà un petit peu parlé. Ce que j'allais dire, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Vous avez apprécié visuellement le film, je pense, tous les trois, on est d'accord là-dessus. Oui. Bon, moi, je trouve que le film est vraiment beau. On est sur de l'animation 2D. Je pensais qu'il y avait que de la 2D, mais apparemment, il y a aussi un tout petit peu de 3D par moment, mais de manière très, très, très sommaire, pour certaines choses où c'était très, très pratique. Mais voilà, je trouve que c'est soigné, c'est propre, c'est efficace, c'est rien à redire. On a une flopée de plans vraiment magnifiques. On ressent bien la dureté de la montagne, les sentiments des personnages, la difficulté, la chaleur, le froid. La hauteur. On comprend vraiment. Exactement, ouais. On comprend vraiment tout ce que le réalisateur et toutes les équipes ont voulu nous faire passer comme information. Et là-dessus, chapeau, c'est très très fort. Ouais, je suis d'accord. Et à la DA, on a, je vais citer deux personnes qui sont à la DA du film. Donc on a David Cocard d'Asso, qui est réalisateur, scénariste et à la direction artistique. Donc il est à la DA sur ce film. Et Michael Robert, qui est aussi à la DA sur ce film, qui est également designer et à la déco plateau sur d'autres projets. Ok. Donc on disait que c'était une DA très bande dessinée, pas sans rappeler Giuseppe ou Avril et le Montruquet qu'on a fait dans le podcast. Ouais. Ou encore The Brain Winner, que j'ai vu moi il y a quelques mois, qui se traduit en France par Parvana, une enfance en Afghanistan, ou alors Vals avec Bachir, mais en plus réaliste pour l'approche. Au final, c'est un style très, très européen, j'ai envie de dire. Au final, très européen, mais lui je trouve qu'il sort un peu du lot, notamment sur ses décors, parce que quand tu vraiment fais attention au painting des décors, c'est ultra détaillé. C'est pas toujours autant le cas. Moi je trouve vraiment qu'il sort du lot par rapport aux autres prods que j'ai vus ces dernières années. Il y a un côté un peu japonais peut-être aussi, non ? Vu que c'est l'adaptation d'un manga, non, je sais pas. Je trouve pas, justement, je trouve très européen dans son approche, mais avec un travail fou sur les décors. Ouais, ok. Ouais, en fait je suis d'accord parce que du coup, ce que j'ai bien aimé aussi, je trouve, c'est justement parce que ça tranche du manga. Vraiment, ça tranche du manga visuellement. J'ai pas tout regardé. Ça ressemble. Tu vois, je sais pas, un manga comme Urasawa, ça peut s'en rapprocher. Tu vois, ça dans le côté un peu réaliste et tout. Non ? Enfin, je sais pas. Ouais, ça peut s'en rapprocher. Oui, en effet. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, ouais. En effet. Mais... Après, je sais pas, excuse-moi Claire, je sais pas ce que donne Monster en termes de détails et de réel. Oui, je sais pas non plus. Le manga, je sais qu'il est détaillé, le manga du Sommet des Dieux, et qu'il est très stylé, mais je sais que visuellement ça change un peu. Fukamashi, il a pas exactement la même tête que dans le manga. Ok, ça j'ai pas vu.
Je l'ai pas lu non plus, j'ai juste vu quelques screens. Ouais, j'ai vu aussi quelques screens. Ce qui est bien, c'est que ça change un peu, c'est cool. J'ai pas l'impression qu'il y a une redondance, donc Ok. il y a un beau boulot de, je dirais, de transcription qui est fait et de proposition graphique, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il est plus adapté dans un style vraiment bande dessinée, je trouve, le film, quoi, que le manga original. Mais c'est ce que j'aime bien aussi, je trouve, parce que même si, en effet, comme on disait, c'est assez réaliste, il y a quand même un contraste, j'ai trouvé, avec justement parfois les paysages qui sont très réalistes. Enfin, vraiment, t'as l'impression, enfin, pas que c'est des photos, limite, Mais pas trop. mais c'est vraiment bien réaliste. Et quand tu vois, je trouve, les personnages se découper dessus, il y a un contraste quand même, parce que moi, je peux pas m'empêcher de voir quand même des personnages qui ressemblent un peu au côté graphique vraiment de la BD, et donc vraiment, quand même vraiment très dans l'animation. Enfin, je trouve que voilà, enfin, ce qui est cool, hein, tu vois, mais ils ont une patte graphique quand même particulière. On voit que c'est pas juste du réalisme comme on pourrait vouloir copier du live ou quoi que ce soit, tu vois. Et Après, c'est aussi des contraintes techniques, parce que tous les persos, tout ça, c'est fait en 2D. ouais. Et tu peux difficilement donner autant de détails en 2D que sur un décor qui va assez peu bouger, assez peu animé, surtout sur des humains. Donc, tu es obligé de faire des choix. C'est aussi pour ça que dans beaucoup de prod animés 2D, les personnages sont toujours un peu plus simplifiés, et qu'on va à l'essentiel dans le chara design et dans l'animation. Plutôt que... C'est vrai que c'est cet avantage-là de la 3D. En 3D, ça peut foisonner de détails, parce qu'une fois que tes textures sont faites, ton perso, tu les réutilises dans ton environnement 3D, là où en 2D, tu dois refaire ton personnage à chaque fois. Et au plus tu as de détails, comme là, tout est fait à la main en 2D, ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois tout redessiner image par image, quoi. Ouais. Mais attention, justement, c'était pas une critique. Enfin, au Non, contraire. ouais, je sais, je réexplique un petit peu Ouais, mais justement, c'était... pourquoi il y a aussi ce contraste-là. Ouais, mais moi, justement, j'aime bien, en fait. Enfin, ça aurait été certainement aussi intéressant visuellement que les personnages soient peut-être plus réalistes, ou aussi travailler que les décors au niveau du réalisme, mais moi j'aime bien ce contraste-là. Je trouve que c'est joli, et ça vient nous rappeler que l'animation, c'est aussi un média assez riche où l'on peut transmettre énormément et justement varier les styles, je trouve, avec subtilité. Ouais. Même dans une seule image, tu vois, il peut y avoir plusieurs éléments graphiques qui dénotent un petit peu les uns des autres. Et parfois c'est subtil, parfois non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des choses parfois beaucoup plus... je sais pas comment dire, beaucoup plus extravagante, beaucoup plus originale parfois que juste du live, où voilà, ça reste, tout est dans le réalisme, enfin voilà, mais là, au moins, je sais pas, à chaque fois que je voyais les personnages se déplacer sur le décor et tout, j'aimais bien ce contraste-là, qui me rappelait aussi que voilà, ça reste un film d'animation, et que ça lui donne un cachet en plus, je trouve, et que... C'est beaucoup plus permissif, voilà, notamment pour faire passer des choses, des éléments, et puis pour modifier aussi un peu... Patrick Imbert, il expliquait qu'il y a des endroits dans la montagne, parce qu'ils se sont beaucoup inspirés, ils se sont beaucoup aidés de photos, drones, de Google et compagnie, en fait, pour des visuels de l'Everest et tout. Et il expliquait que ils sont basés que sur des éléments, que sur des décors qui existent vraiment, hein, de l'Everest. Mais il disait que certains éléments, quand tu les montres, qui ont vraiment été franchis par des alpinistes et tout, c'est pas hyper impressionnant, hein. Genre, notamment dans les années 50 ou 60, il y a un passage qui est très difficile. Ça, c'est pas lui qui le dit, j'ai lu ça sur Wiki, ou je sais plus quel article qui parlait de ça. Il y a un passage très très difficile où il y a une échelle qui a été installée pour qu'on puisse passer cet endroit-là beaucoup plus facilement. Ça a été installé par des Anglais aussi, d'ailleurs. Ah. Et, par une équipe chinoise qui escaladait l'Everest. Ok. Et tu vois, par exemple, si on avait montré ça, peut-être que ne pas forcément montrer à l'écran, c'est des choses que tu peux modifier, dans un film live aussi, mais tu peux directement interpréter comme tu veux ce passage-là, comme tu en as envie, et transmogrifier un petit peu la réalité pour transposer un peu la réalité et l'adapter un petit peu à ta sauce pour des choses des fois qui sont pas forcément très impressionnantes, les rendre un peu plus impressionnantes. Ça se fait dans le live, mais là, comme tu crées tout de A à Z, tu peux... Oui, Voilà. Il n'y a pas trop de limites finalement. T'as aucune limite, ouais. C'est ça qui est intéressant, ce rapport Donc, entre le réalisme et le côté beaucoup plus graphique, animé, quoi, que j'ai bien aimé. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi, pour le coup, ça c'est un des gros points forts du film, à trouver un juste milieu pour pas partir dans... C'était aussi une question d'ailleurs qui était posée en interview. C'est quoi la dose en fait que tu choisis quand tu choisis de partir dans du réalisme, elle est où ta limite en fait? Oui, bien sûr. À quel point tu t'arrêtes pour pas être trop dans le détail, dans too much, et je trouve que là-dessus, ils ont vraiment réussi à répondre à cette question, et ça fonctionne bien, quoi. Oui, clairement.
Je suis d'accord. Rien d'autre à ajouter là-dessus? Non. Non. Eh bien, on va terminer par la musique. La musique, on la doit à Amin Bouafa, qui est un compositeur franco-tunisien plutôt spécialisé dans la composition de ciné et de télé. Il a notamment travaillé sur Timbuktu en 2014, d'Abderrahmane Sissako, sur Gagarine, qui est sorti en 2020, de Fanny Liattard et Jérémy Trouil. Et il a aussi travaillé sur une mini-série Arte, Le Monde de Demain, qui est sorti en 2022. C'est créé par Catel Kilevere, Elie Cisterne et David Elkaïm. Qu'est-ce que vous avez pensé de la BO? Moi, je connaissais pas en plus le compositeur, donc jolie découverte. Je connais pas non plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique? Bah moi, la musique, je la trouve... Enfin, pour moi, c'est un des points forts... Enfin, il y a beaucoup de points forts dans le film, mais vraiment, la musique, un peu trop, ils abusent. C'en est un. Franchement, relou, l'équipe, là... Je l'ai trouvée limite envoûtante à certains moments. Je trouve qu'elle correspond tout à fait à l'atmosphère du film et de l'histoire. Et elle accompagne avec douceur, puis intensité, les plans montagnards ou vertigineux, dangereux et même dramatiques du film. Je sais pas pourquoi, mais il y a certains thèmes musicaux, dont celui du début du film et aussi de la scène que j'ai choisie, donc de l'enfance de Abou, qui m'ont rappelé la BO d'Interstellar. Je sais pas pourquoi, genre ces petites, pas cloches, mais ces petites notes un petit peu. Moi j'ai pensé à autre chose, moi. Comment? T'as pensé à quoi? J'ai pensé encore à autre chose. Okay. J'en parlerai. À Robocop. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas Robocop que je vais caler, c'est l'autre. Ah merde. Merde. Mais merde, je crois que je vois. Ok. Je crois que je l'ai. Mais ouais, c'est peut-être pour le côté très envoûtant en fait, parce que pareil, la BO d'Interstellar, je la trouve envoûtante. Il y a un truc très mélancolique et qui prend un trip, je trouve, sur certains morceaux. Et chez moi, ça marche vraiment. Et bon, heureusement, il y a aussi quelques moments plus légers, plus rythmés et enjoués. Sinon, voilà, il faut quand même nous redonner un peu de pêche, parce que je pense sinon c'est déprime assurée pendant 1h30. Ouais. Mais non, la musique marche très bien et elle fait un avec le film. Enfin, c'est vraiment un très beau travail de la part du compositeur. Ouais. Il y a une belle osmose, je suis d'accord avec toi, entre les images et les situations des persos. A vraiment bien fonctionné sur moi aussi. J'étais totalement immergé dans le film et la musique, elle y est pas pour rien, on va pas se mentir. Je l'ai trouvé vraiment soigné, la compo, c'est doux, c'est tragique, elle t'emporte quand il faut. L'OST a tourné en fond pour la prépa de l'EP, comme d'habitude. C'était un plaisir pour travailler, parce que c'est plutôt assez chill à écouter, mine de rien. Et voilà, Amin Bouafa, c'est une bonne découverte musicale. Je pense que j'irai aller écouter ses autres compos, même si j'ai pas forcément vu les films sur lesquels il a travaillé. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur Le Sommeil des Dieux. Ça a très bien marché sur moi. Et j'ai aussi un morceau du début du film qui s'appelle Fading in the Snow. Moi, ça m'a fait un peu penser au moment de chant. C'est un morceau dans lequel il y a de la voix. Il y a une chanteuse qui chante un petit peu. Et ça m'a fait penser à des moments de chant de Beauty Kills the Beast, partie 4 et 5 du King Kong de Peter Jackson, donc composé par James Newton Howard. Donc c'est plutôt un compliment. Et c'est vers la fin du film, quand King Kong est aux abois sur l'Empire State Building et qui se fait mitrailler par les avions, où t'as des moments un peu suspendus dans le temps avec des voix, avec une chanteuse, avec une petite voix en fait qui vient accentuer ce moment de plénitude qui va durer quelques secondes et entre l'attention de cette séquence en fait jusqu'au pinacle dramatique. Et il y a un peu ce moment-là, ces petites voix, cette petite douceur, mais dans un moment qui peut être un peu tendu, que j'ai retrouvé dans ce morceau, donc Fading in the Snow, que j'ai beaucoup apprécié écouter. Je l'ai écouté quelques fois et super beau, j'ai vraiment adoré. Et c'est un compliment, du coup, de le comparer à ces petits morceaux de BO de King Kong, BO que j'aime beaucoup et film que j'aime un petit peu. Petit Taj, je sais pas ce que tu penses de la musique globalement. Le problème, c'est que je m'en souvenais plus trop. Super ambiance. En fait, j'ai été écouter tout à l'heure, là, vite fait, et si, c'est cool. Je me suis dit, c'était ça la musique, c'était bien. Ouais. Après, je sais que la musique m'avait fait vachement stresser dans la séquence dont j'ai parlé tout à l'heure, donc elle m'a quand même un petit peu marqué. Donc, je pense que oui, c'est une musique qui marche très bien, et oui, elle est, comme vous dites, elle est chill, elle est très... Pas toujours, mais elle a quand même des moments très posés, ouais. Ouais, elle est assez chill, et un peu orchestral et tout. Enfin, ça fait très musique de film... de film un peu épique et tout, je trouve. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, mais...
Il y a un petit côté un peu, musique un peu américaine, parce qu'il a fait une partie de ses études aux États-Unis, je crois, le compositeur. Ouais. Je crois qu'il a fait une grosse école de musique américaine. Et il compose depuis, j'ai vu qu'il commençait à composer pour le cinéma et les séries à 15 ans, donc voilà. Ah ouais. Pardon, monsieur. Ça va. Plutôt précoce. Plutôt présent. Le mec. C'est un peu illégal aussi, mais... non, je sais pas dans quel cadre il a travaillé. Ça, j'ai pas l'info. Ça peut être légal, hein, mais. Peut-être, je sais pas. Je sais pas dans quel cadre. C'est peut-être pour du court-métrage indé, je sais pas, mais en tout cas. Ouais. Balèze, quoi. Balèze. Très Non, cool. ouais. C'est assez fort, ouais. Ouais, donc on a tout ce qu'il fait, quoi. Globalement, on est plutôt, tous OK sur la musique. Ouais, clairement. Je vais me le mettre dans mes BO à réécouter de temps en temps. Je pense qu'un de ces quatre, j'irais tenter de me faire une petite balade en montagne, je mettrais ça en fond, tiens. Je sais Alors pas, là, ça marche. ça dépend laquelle tu choisis, mais sinon... Notre prochaine rando, on met l'OST complet. Waouh, ça va être gay. Ça va être grosse ambiance. Ouais, c'est ça, un truc bien pesant, tu sais. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce film. Bah oui. Ça va être l'heure de choisir notre favori pour la thématique Ça sent le sapin. Bah écoutez, je vous laisse commencer. Quel film allez-vous choisir pour cette thématique? On rappelle les films un petit peu. Oui, ce serait bien. Allez-y, Alors, je vous en prie. Il y avait 5... Attends, j'ai un bug sur le premier. Tokyo. Tokyo Godfather. Merci, Tokyo Godfather. Oh là Les 5 légendes et oh Dieu, le sauver des yeux. Bah, c'est pareil. Donc moi j'ai choisi les 5 légendes. Non, je rigole. En vrai, j'aime bien ce film. Ah oui, non, mais non, après t'as le droit de le choisir. Mais, Ah mais on juge pas, hein. C'est compliqué Moi, je parce parlais que pour moi. c'est 3 films diamétralement... Enfin, pas opposés, mais qui ne se ressemblent pas du tout. Mais sur 3 choses très très différentes. Donc... Ah, ça c'est sûr. Bah, je sais pas. Je vous laisse peut-être commencer si vous avez déjà c'est une sûr. idée, comme ça me laisserait le temps de réfléchir. Bah, moi c'est Tokyo. C'est Tokyo Godfather. Parce que je pense que ça va devenir un de mes films cultes de Noël. Je pense que je vais le faire tous les ans à la période de Noël. Y a Ça moyen. sera pas le sommet des dieux. Non. Sommet des dieux, j'ai trouvé sympa, mais c'est pas. Je suis pas. J'ai trouvé sympa, quoi. J'ai trouvé sympa, mais je suis pas. Tokyo Godfather, pour moi, moi, je pense que c'est un classique, en fait. Vraiment. Et Les mots sont dits. voilà. Et... Ça sera pas un banger de Noël, le sommet des dieux, pour mettre l'ambiance? Bah non, mais le sommet des dieux, oui, c'est le côté, en fait, moi j'aime plus les trucs un peu rigolos, donc... Ah bah ouais, je comprends. Donc Tokyo Godfather, c'est un truc que je peux me refaire dans 2 semaines, y a pas de souci, tu vois, alors que le sommet des dieux, j'ai pas envie, tout de suite, tu vois. Ouais. Et donc, je mettrais Tokyo au-dessus, et les 5 légendes, vu que j'en ai dit du mal, bon, bah... Oui, je me doutais que c'était pas que celui-là. Non, voilà. Ah, tire en enfer. Voilà. Ok. Claire, tu sais toujours pas? Non, je sais pas. Bah, d'abord, c'est ça sera trop à toi, dur. alors. Vas-y, on lui laisse encore un peu de réflexion. Bah moi, le choix, on va pas se mentir, le choix est difficile. Hein. Bon, Oui, il y en a qui est éliminé, je sais. Hein, déjà. bah déjà, 5 légendes, ça saute, hein, on peut se le cacher. C'est très serré entre le sommet des dieux, qui est d'une très très bonne surprise, et Tokyo. Et je pense que, comme d'habitude, j'ai tendance à choisir Satoshi Kon. Pour ce coup-là, je vais peut-être prendre le sommet des dieux. Je pense sans hésiter. D'habitude, j'aurais pris Cons. Je crois que les 2 dernières fois, d'ailleurs, où on a fait Cons, je crois que j'ai pris Cons. Bah, Millennium Actress, Donc, ouais, Perfect Blue, ouais. Ouais, je crois aussi. Ouais. Donc, j'ai adoré, hein, vraiment. J'adore vraiment beaucoup Tokyo Godfather. Mais ouais, là, la surprise du sommet des dieux, j'ai envie de... Après, c'est pas immuable, on change d'avis, hein, mais... Là, on l'avait déjà vu, Tokyo Godfather. Oui, en plus, on l'a déjà vu. On a eu la chance de le voir au ciné. Donc, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié le mood du sommet des dieux. Donc, je pense que je vais prendre le sommet des dieux pour cette fois-ci. Mais c'est très serré. C'est vraiment parce qu'il faut choisir. Ouais. J'ai vraiment pas envie de choisir. Mais bon, on a mis les règles en place. Bon, on va se plier un peu quand même. Bah oui, hein. On va dire que le mood là, c'est le mood sommet des dieux. Allez. C'est parti. on garde ça. C'est ça. Bah écoute, c'est super dur. C'est super dur parce que moi, en plus, Tokyo Godfather, c'est pareil, je l'avais pas vu, moi. Donc pour moi, c'est vraiment une découverte. Et en plus, c'est mon premier pied dans l'univers de Cons. Le sommet des dieux, c'est une belle découverte. Ça, voilà, je l'ai trouvé très bien réalisé. J'ai été dedans. Enfin, j'adore les films d'enquête et tout. Donc, bon, les 5 légendes, je vais pas le mettre au même niveau d'égalité, c'est sûr. Je pense, voilà, c'est plus au côté fun. Puis l'enquête, elle est moins bien. Hein. L'enquête est moins voilà. Il y a moins de suspense. Hein. Mais, ils ont un peu chié là-dessus. Hein. Te moques pas.
Allez, si je dois faire un choix, peut-être Tokyo Godfather quand même. Peut-être aussi, je sais pas, pour le niveau, pour la découverte, je pense aussi de l'univers de Satoshi Kon et le fait de. Allez, yes, il aura Je de voix. pense le fait aussi de mettre un pied dans un univers vraiment unique en son genre. Enfin, je trouve il y a une patte. Voilà, une patte Satoshi Kon, on va pas se mentir, même si j'ai pas vu ses autres films, je sais que vous m'en avez parlé, donc ça se sent, ça se voit, il y a des plans qu'on retrouve pas ailleurs dans d'autres films d'animation. Enfin, c'est beau, c'est original, c'est cocasse, il y a des plans que tu vois pas ailleurs, enfin, ça tente plein de choses et en plus le message, bon, comme dans Le Sommet des Dieux, mais je pense qu'il est beaucoup plus profond aussi, du moins dans ce film-là. Les autres, je sais pas, je les ai pas vus, mais que ce que ça veut paraître derrière une histoire qui peut paraître simple et linéaire. Et c'est serré parce que les deux films m'ont touché d'une certaine manière. Mais allez, je pars pour Tokyo Godfather parce qu'il faut faire un choix et que c'est pas évident. Mais Cool, j'aurais pas changé de vote. oui, voilà. Mais quand même, une petite mention pour Les 5 légendes parce que Mention j'aime bien ce honorable. film, je le défendrai. Il me reste une balle perdue. Est-ce que je la sors? Ok, bah, les 5 légendes, petit ange parti trop tôt. RIP. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y Je a pensais à Puss in Boots, c'est ce qu'on se disait en live il y a quelques jours. Bon, bref. Par rapport à quoi? Par rapport à la différence de qualité entre Puss in Boots et, et les 5 légendes. C'est fini bref. les balles perdues là. Hein? Tu les as toutes utilisées. Il y en a plus. Il y a plus de stock. Attends, j'irai voir dans les fonds de tiroir. Il doit forcément en rester là. J'en trouverai. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a dit tout ce qu'on avait à dire sur Le Sommet des Dieux et sur la thématique. Ça sent le sapin? Ouais. Ouais. Eh bien, on termine notre thématique de 2022, début 2023. Bah ouais. Yes. Écoute, On n'a pas trop de on prend retard, notre ça va. temps. Bah, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous aurez apprécié ce film et que vous aurez apprécié l'épisode. On vous encourage et si vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux. Donc, @StopMotionPod sur Twitter, Instagram et Facebook pour les anciens. Vous pouvez également nous mettre, si vous le souhaitez, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Notre prochain thème, ça sera quoi, les copains? Et puis ce sera la Memory mémoire dans la peau. In the skin. Oui. Memory in the skin. Oh là là. Ok, d'accord. Do you speak franglish? On va commencer un petit film japonais prénommé Un fantôme dans la coquille, sorti en 1995, réalisé Ah oui. par Mamoru Oshii. Ah. T'as été trop loin. J'allais dire ça avec Pourquoi Depardieu, mais bon, c'est vrai. Avec un titre pareil, ça aurait pu. Hein, Ouais, ouais. c'est pour ça, un Ouais, fantôme dans la j'avoue. coquille, tu sais. J'avoue. Avec Depardieu et Christian Clavier, un truc comme ça. Oh, Oh la merci. vache. Héros principal, François Pignon. Pardon. Bah, Depardieu et Clavier, plutôt un Astérix. Je vois bien le truc. Ouais. Ah non, François Pignon dans La Chèvre et compagnie avec Pierre Richard. Le dîner de con aussi, c'est Oui, François Pignon, oui, non oui. Ouais, c'est aussi. Ouais. Oui, il s'appelle aussi Tout à François fait. Pignon, le dîner de con. Ouais. Donc voilà, bon, pour ceux qui l'ont reconnu, Un fantôme dans la coquille, hein, c'est Ghost in the Shell, un petit film japonais assez méconnu et pas culte du tout. Donc on va enfin... Avec Scarlett Johansson. on va- Ah non, c'est pas celui-là. On glissera peut-être un petit mot à l'encontre de ce film, on verra. S'il me reste des balles perdues dans le tiroir, j'en trouverai. Pas pour Scarlett quand même. Si, elle mérite une petite balle aussi pour le film. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour du côté Ultimate si vous voulez, hein, entre Death Note et Death Note. Death On a fait quoi d'autre? On a fait Violet Evergarden, Star Wars et compagnie. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec quelques petites séries, n'hésitez pas. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique. Donc la mémoire dans la peau. Et on vous dit Kawabunga. Si vous partez en montagne, accrochez-vous, ça souffle. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Et non. Alors, fausse joie, ce n'est pas encore tout à fait la fin. Je remets une petite pièce dans la machine. Merci à toutes celles et ceux qui ont tenu jusque-là. Pour vous dire que finalement, le premier épisode de la nouvelle thématique, La mémoire dans la peau, ne sera pas Ghost in the Shell. Pour des raisons de praticité et d'organisation, il va passer en second épisode. Et le premier sera donc Atlantide, l'Empire perdu, donc le film de Disney sorti en 2001 et réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise. Donc Ghost in the Shell reste au programme, ça sera juste le second épisode
Voilà, pour juste des petites raisons d'orga et de planning pour nous. Merci encore de nous avoir écoutés et à très vite. Ciao, ciao. Chercher une chute, Voilà. j'en ai pas. Dans les chutes en montagne, t'aurais pu... Kawabunga.